Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale sur l'anniversaire de la Libération. On se trouve dans les locaux de TVN à Niederbronn-les-Bains avec les invités du jour. Donc nous avons Raymond, Lise et Francis et ensemble on va parler d'un film retrouvé par Francis dans les archives qui s'appelle Francis, Une tombe pour la paix. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite par le premier extrait. J'espère que ça va vous inspirer, vous rappeler des souvenirs. Voilà, on va voir un peu, on rentre dans le vif du sujet avec ce premier extrait. Ça vous va? Allez. Alors ce jour-là, il y avait la bataille. Le soir, il y avait les Américains devant la maison ici et les Allemands étaient derrière le solarium. Là. Voilà. Le 4 décembre, quand ils sont arrivés, les premiers, on pensait, c'est-à-dire, on savait que les Américains allaient arriver, mais on pensait peut-être quand même pas que ça se passerait tellement vite. Et puis alors, on se demandait si c'était les Américains ou si c'était des Russes blancs. Enfin, ça, c'était ma première impression. Puis moi, j'avais une bougie en poche, et puis ils m'ont pris cette bougie, Give me your candle, qu'ils m'ont dit. Alors que, bon, ce sont des petits souvenirs personnels, hein. Mais ça, c'était les premiers Américains qui sont alors venus dans le village. Alors qu'il y avait encore toujours quelques soldats allemands cachés et qui de plus en plus se sont retirés. Ils ont mis 5 jours pour aller à Niederbronn. Bien, ça a été long. Oui, ils étaient ici à... Ils ont stationné donc à Oberbrunn. Ah oui, ils ont pris tous les locaux. Ils ont pris tous les locaux. Oui. Chez vous, et puis partout, il y avait des soldats américains qui se sont installés dans les caves, chez les particuliers. Oui, chez l'habitant. Chez l'habitant, oui. Mais ils ont de suite prévenu qu'ils repartiraient. Donc on a choisi cet extrait parce que voilà, ça montre un peu, on viendra plus tard dans la vie entre les deux libérations, mais on voulait montrer cet extrait pour montrer que les combats avaient vraiment eu lieu. Et là, on s'imagine vraiment devant le couvent, derrière le couvent. Qui veut prendre la parole là-dessus? Est-ce que, Francis, déjà le contexte, parce qu'on n'a pas parlé du contexte de ce film, un film de témoignage. Alors ce film, l'élément déclencheur, c'était la création de l'association TVN qui a eu lieu en 92. Hein, et on était un peu, je ne veux pas dire désœuvrés, mais on était dans l'attente du développement de la chaîne locale pour la nourrir d'images et on s'occupait en filmant des associations qui faisaient des concerts, des associations qui faisaient du théâtre, etc. Et est venu cet événement qui était annoncé, la commémoration du 50e anniversaire de la Libération, 1995. Alors on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit film là? Il y a encore des gens qui se souviennent de l'époque et tout ça. Et avec Gilbert Volliung, qui était mon partenaire principal, c'était lui le président de l'association, à ce moment-là, on s'est mis en chasse, et puis on a cherché et on a trouvé. Hein. On a écumé Oberbrunn, le couvent, c'est l'extrait qu'on vient de voir. Et on a trouvé d'autres témoins. On s'est adressé à Lise Pomoy qui est avec nous aujourd'hui, qui elle aussi a apporté son regard de spécialiste de toutes les interventions militaires, etc. Et on a construit ce film. Justement, dans cet extrait, il parle un peu des militaires qui étaient cachés, des Allemands. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que les Américains ont annoncé leur départ. Et est-ce que ça correspond à ce qu'on sait de l'histoire de cette période? Mais ils n'avaient aucune raison de rester. De toute façon, il fallait qu'ils avancent. C'est une troupe, alors ils ne sont pas là pour faire du cinéma. Hein. Évidemment. Alors que les Allemands étaient restés pendant 4 ans. Les Allemands pendant longtemps, mais les Américains, ils n'étaient que de passage. Ils devaient libérer, aller le plus vite jusqu'à la frontière allemande. Donc là, on se trouve, c'est avant l'opération Nordwind et avant. En fait, là, c'est vraiment le. C'est ce que je voulais savoir, si c'était la première ou la deuxième libération. La première, ouais. Là, c'est la première. On est début décembre. Là. On est en novembre, là. Non, on est début décembre. On est le 15-16 décembre. Les Américains sont venus sur Strasbourg fin novembre. Hein.
23 novembre. Oui, oui, 23 novembre. Oui. Donc la première libération, qu'est-ce que vous savez de cette époque? Parce que tu disais c'était des témoignages de l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. C'est aussi pour ça que là, aujourd'hui, personne n'a connu cette époque. Tous ces gens-là sont décédés. Hein. C'est ça, hein. C'est des outils, c'est précieux, quoi, ces archives. C'est une mémoire qui se perd. Hein. Alors pour bien situer le contexte, il faut aussi savoir que le couvent d'Oberbronn il avait une fonction d'hôpital, on appelait ça un Lazaret, ouais. Et il s'occupait des blessés du front russe. Non, il ne s'occupait pas des blessés du front russe, il s'occupait de soigner les soldats allemands qui avaient contracté la malaria ou le paludisme en Europe centrale. Donc la première libération, là c'est début décembre, mais la première libération c'était... C'est début décembre. C'était début décembre. Voilà, c'est ça. Donc après cette première libération, l'administration, on va dire, américaine est arrivée, c'est ça, et ça a changé du jour au lendemain pour les habitants? Je ne sais pas ce que ça a changé dans la vie des... C'est pas comme ça. Ça a changé ici parce que ils avaient l'espoir de fêter Noël libre. Donc en fait, moi la question que je me pose, c'est comment ça s'est passé? Parce qu'on dit les Américains sont arrivés, ils ont libéré, mais alors attention, ils ont libéré, il y a eu des combats, il y a eu des combats à Réchauffane, il y a eu des combats à Niederbronn du côté de l'usine, ça s'est pas à Oberbronn aussi, ça s'est pas libéré comme ça en un tour de main. Parce que quand on donne une date, effectivement, c'est la date vraiment où les Allemands sont partis totalement, et il y a eu plein de combats avant, c'est ça? Quand on parle du 17 mars. Il y a eu des combats avant, bien sûr. Et après ils ont commencé par libérer Haguenau le 11 décembre, et puis après ils sont montés, Rothbard, tout le long des Vosges du Nord, ils ont libéré, commune par commune. Et au lendemain des libérations, en fait, c'est ça que je me pose. J'arrive pas à imaginer la transition, en fait, l'arrivée. Moi, je crois savoir que la tête de front, elle a progressé trop vite et que l'intendance n'a pas suivi. Donc il fallait les freiner. C'est ce qui explique aussi qu'il y a eu ce temps mort durant tout le mois de décembre et ça a permis aux Allemands de se réorganiser. Hein. Il y avait cet hiver qui était absolument redoutable, paraît-il. C'était un des pires hivers. Après le 11 décembre, libération de Haguenau, les Allemands se sont retirés vers la frontière. Donc les Américains ne pouvaient que les suivre, hein, le plus vite possible. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais tu parlais tout à l'heure de juridiction. Alors si je traduis ce que tu veux dire, je suppose que du jour au lendemain, il a fallu retrouver un maire, un conseil municipal et des postes, un médecin. Je pense qu'il a fallu tout réorganiser et je pense que ça ne s'est pas fait en 5 minutes. C'est effectivement difficile à imaginer l'organisation sociale dans un domaine où en plus tu as des destructions, des maisons détruites, des malades, des blessés, ça devait être un désordre quand même assez considérable. Oui, il n'y avait pas énormément de maisons détruites à la première libération. À la première, non, c'était à la deuxième. C'est à la deuxième. Ouais. Parce que cette question m'est venue aussi parce que les sœurs disent qu'elles étaient sous les ordres des Allemands. Et du coup, à la libération, elles se retrouvent sans chef quelque part, sans ordre. Elles ont le chef de leur ordre, auquel elles ont toujours obéi et qui s'est adapté. Justement, c'était peut-être une des forces de stabilité, le couvent. Peut-être, parce qu'elles ont, pendant toute la durée de l'occupation, elles ont, en douce comme ça, elles ont travaillé elles ont soutenu en termes de nourriture des réfractaires à l'incorporation de force, ça je le sais de source sûre, etc. Elles ont fait comme ça, par en dessous, elles ont beaucoup, enfin, dans la mesure du possible, freiné l'idéologie nazie, si tu veux. Mais il se trouve que c'était une organisation solide qui, elle, n'a pas bougé du jour au lendemain et qui a servi de référence à la population, puisqu'une grande partie de la population s'est réfugiée au couvent pour échapper au combat. Oh. Alors justement, la vie après cette arrivée des Américains, c'est le deuxième extrait, je vous propose qu'on le regarde pour voir un peu parler de la vie civile sur place.
Für Kommissionen machen, schon unserem Brotholen hast du schon keine Kommissionen gemacht. Sie hat jedes ein bisschen Ravitaillement mitgebracht, wenn man sagen, die haben gemetzt und sie haben gemetzt, geht früher, gar nicht jedes ein bisschen etwas gebraucht. Aber nur fürs Brotholen, wenn ich gut bin für Brotholen, dann habe ich einen Offizier gehabt, der ist noch immer mitgegangen bis ans Bastion. Das Bastion ist pratiquement unsere Boulangerie gewesen. Und dann bist du gestanden, weiss ich wie lange, aber der hat immer surveilliert, dass nichts passiert, weil ich schon als Mädel allein auf dem Barry gewesen bin. Es sind schon keine Kinder auf dem Barry gewesen, wie du mir ist. Dann ist er mitgegangen bis ans Bastion und wieder mit uns heim. Was nachher die Amerikaner auch gemacht haben. Nicht jeder hat surveilliert mit der Flint und bist so stolz gewesen als Mädel, dass du mit dem Militär da oben uns kannst im Brot holen. Nicht? Die Bedeutung ist schon ganz anders geworden. Wir haben noch Brot gekauft für den ganzen Keller und einen großen Leib. Gell? Du hast gar nicht gefragt, wo hast du Geld, hast du Gänse, ich gebe das Morgen, du hast nicht geredet, wo getrieben wird. Et alors, on voit un peu, elle parle de la vie de tous les jours, l'achat du pain, des choses comme ça. Comment ça se passait entre les militaires et la population? Qu'est-ce qu'on sait de cette période? Oui, normalement, il n'y avait pas d'interférence. C'était chacun de leur côté. Les militaires ne pouvaient pas s'occuper de la population, ils avaient à s'occuper d'eux-mêmes. Bah, autant que je sache, ils étaient quand même, un certain nombre étaient cantonnés chez l'habitant des Américains. Oui, mais là, entre les deux libérations, oui, on avait à Reichshofen, on a une photo. Oui. À Noël. À Oberbrunn aussi, je crois. À Oberbrunn aussi. Et puis alors, j'ai entendu pas mal de témoignages qu'ils étaient très intéressés par le schnapps. Et il faut dire aussi, si j'ai bien compris, que parmi ces soldats américains, ceux qu'on mettait aux premières lignes, c'était un grand parti tu me diras si je dis une connerie, il y avait pas mal de repris de justice à qui on avait dit... Non, c'est totalement faux. Non, c'est faux, ça. C'est une rumeur qui perdure, mais les repris de justice, ils n'étaient pas là. C'était toujours dans leur prison du côté de New York. Alors que ce soit avant ou après la libération, il y avait toujours en Alsace et partout certainement des pro-français, pro-allemands. Oui. C'était compliqué ça. Très compliqué, on ne savait pas à qui on avait affaire. Et du coup, on n'en parlait pas de ça. Je pense que les gens n'exprimaient pas leurs opinions ou alors... Je pense qu'ils avaient déjà pris l'habitude avant, hein, parce que si tu prends Reichshofen par exemple, où il y avait plusieurs réseaux de passeurs, il ne fallait pas que ça se soit su. Hein, et il y avait des relais à Niederbronn aussi. Hein. Et donc ces gens-là, forcément, devaient se méfier de toute la population et on en disait le moins possible. En particulier, les pires dangers, c'était souvent le voisin. Quoi, hein. Donc il faut se rendre compte de ces trucs où tu n'oses pas parler, où on invente quelque part peut-être la langue de bois, hein, pour ne surtout pas dire quelque chose qui puisse apporter des soupçons sur toi si jamais tu n'étais pas du côté des Allemands, quoi. Parce que les dénonciateurs étaient partout. Hein. J'ai des témoignages là-dessus sur les passeurs, justement. Il faut également s'imaginer la population civile à ce moment-là, où il n'y avait quasiment pas d'hommes. Hein. Tous les hommes qui étaient valides, ils étaient au front, hein, ils étaient incorporés. Tu n'avais que les femmes et les enfants à la maison, hein, et les vieux, voilà. Alors je reviens un peu sur les combats parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai entendu, vous allez me dire. Les relations avec les militaires américains étaient plus difficiles parce qu'ils soupçonnaient la population locale justement de connivence, d'avoir caché peut-être des Allemands dans les caves, des choses comme ça. Aujourd'hui on peut en parler, mais c'est peut-être aussi... C'est évident. C'est logique. Déjà la pratique de l'alsacien, on a les mêmes consonances que l'allemand. Tu découvres ça quand tu arrives ici en tant qu'Américain, ça interroge. Hein. Bon, ceux qui étaient ici sont arrivés, certains sont arrivés fin novembre, décembre, et ils n'avaient aucune idée où ils allaient. Et quand on leur avait donné des livrets pour pouvoir traduire, mais ils n'avaient rien pour traduire en alsacien ou en français, et donc ils étaient complètement perdus. Donc ça veut dire que les Alsaciens ont eu ce côté-là ici en Alsace, et puis ils ont eu le même côté russe
Oui. Pour ceux qui ont été faits prisonniers. Et les Russes n'ont jamais compris qu'est-ce que tu veux qu'un Sibérien connaisse l'histoire d'Alsace. Et c'est ce que disait Eugénie Weisgerber, là, dont j'avais pris le témoignage, qui est décédée au mois de décembre, là, au mois de janvier, qui me dit, ouais, ils étaient cachés dans les caves du chantier à Reichshofen, là où il y a les pièces de rechange. Et puis, alors je ne sais pas si première ou deuxième libération, mais peu importe, la porte s'ouvre et il y a un détachement américain qui rentre. Et alors elle a dit, mais elle, avec sa faconde, mais c'est pas possible, il nous prend la mitraillette sur le ventre, ça c'était libérateur ça, mais c'est pas possible ça. Moi je crois si j'étais devant, je lui aurais mis une tout de suite. Hein. Et puis après elle me fait, mais, oui, mais après tout, hein, qu'est-ce que ces Noirs américains pouvaient connaître de l'histoire de l'Alsace, hein, c'est évidemment. Hein. Donc tu vois, j'ai trouvé ça justement, résumé en deux phrases, c'était... Et c'est aussi ça l'histoire des malgré nous, je sais donc qui ont été envoyés sur le front russe pour éviter de pouvoir communiquer avec les Français. Oui. Front adverse. Mais quand ils ont été faits prisonniers par les Russes n'ont pas compris, quoi. C'est évident. Je ne sais pas, si on avait des prisonniers papous ici, ce serait un peu la même chose, quoi. Bon, pour terminer sur les Américains qui étaient ici, la première libération, c'était la 45e division, qui combattait depuis la Sicile 1942. Alors, arrivés ici, il n'y avait plus de nouvelles recrues, ils étaient épuisés, on prenait des secrétaires, des cuisiniers, n'importe qui, le soir, et le lendemain matin, ils étaient censés être transformés en soldats. D'où il y a eu une hécatombe effroyable, parce qu'ils n'étaient pas formés. Et en plus, ils avaient affaire à une population, ils ne comprenaient rien. Alors, c'est normal qu'ils aient été méfiants. On en arrive à la fin d'année 44, avec l'opération Nordwind qui va commencer. Les Américains partent. C'est raconté dans un témoignage. On va regarder cet extrait, puis on parle après de cette période. Il y avait eu des bombardements, et nous étions à la cave, à l'hôtel Matisse. Oui. Là, il y avait cette grande cave où vous êtes nés. Et là, il y avait une 60aine de personnes. Et nous avons vécu là. Madame Hubert était très compréhensive et nous a fait du potage tous les jours. Et les Américains sont arrivés autour du 13 décembre. Et je sais que nous avons réuni quelques Américains. Nous étions toujours en partie à la cave, alors on était en rapport avec les Américains qui logeaient dans les étages de Madame Hubert, à l'hôtel Matisse. Alors nous les avons réunis pour le soir de Noël. Nous avions 5 ou 6 Américains qui sont venus et puis on a fait de la musique, on a chanté. Et puis c'était très bien, on s'est cru délivré. Oui, tout à fait. Alors il y avait Nouvel An, là on s'était réjouis, on attendait Nouvel An et on a entendu tirer de tous les côtés. Il y a eu un tir terrible de bombardement. Alors on s'est dit, ce sont les Américains qui fêtent Nouvel An. Mais le lendemain matin, il n'y avait plus personne, tout était évacué. Et les Américains avaient certainement laissé tirer ses dernières munitions avant de partir. Et ça, on l'a compris après. Que ce n'était pas ça. Et alors, comment ça se passe? Donc, le 31 décembre, c'est quand même une date assez pertinente. Enfin, pas pertinente, c'est pas le mot. C'est quand même une date assez symbolique. Enfin, on part dernier jour de l'année. Comment ça se fait que, je sais pas, ils ont su que l'opération Nordwind allait commencer? C'est pour ça qu'ils sont partis? Mais non, personne ne le savait. Oui. D'accord. Autrement, il n'y a pas de surprise. Et puis ici, on ne pouvait pas le savoir, l'opération Nordwind a commencé à partir de Bitche. Et ils ont attaqué dans la nuit, là, ils essayaient de déboucher en plaine d'Alsace. Alors, dans la nuit du 31 décembre, ils n'étaient pas là du tout. Il y avait des combats le long de la route de Bitche, et ça s'est stabilisé à Philipsbourg, après. Donc, mais ils entendaient, c'est évident, puisqu'ici, on entendait quand les canons tiraient à Bitche, quand il y avait le camp d'artillerie, on entendait toujours les coups de canon, on entend tout, c'est évident.
Donc ils savaient qu'il y avait quelque chose qui était prêt, mais personne ne pouvait s'en douter de ce que c'était. Et à quel moment les maisons, les choses aux alentours ont été détruites? C'est à Alors peu près... là, c'est au mois de mars, le 16 mars, parce que les avions ont bombardé systématiquement tout ce qui était en bordure pour après aller plus vite et pénétrer dans le Palatinat sans être retenus. Donc c'est les Américains qui Ce sont les bombardaient, hein. Américains qui ont bombardé toutes les maisons. Qui sont arrivés par Ingviller, je crois. Bon, pas seulement d'ailleurs, pendant toute la période du 20 janvier au 15-16 mars, il y a eu constamment des tirs d'artillerie mais les Américains étaient repliés sur la Moder. Alors ils tiraient là où ils voyaient, par exemple, Hochwiller a énormément souffert. Il y avait des morts sur la route là, qui allait d'Oberbrunn à Hochwiller. Des morts civiles. Hein. Et donc dans ces caves, quel était on s'imagine mal aussi la vie en cave, parce que c'est pas juste se réfugier le temps d'un bombardement, c'est vraiment Ils vivent. vivre dans ces caves. Je sais pas, personne n'a connu, donc... voilà. Non, mais il faut utiliser votre imagination. Vous voyez tout un groupe de femmes enceintes ou pas enceintes, de vieilles femmes qui meurent, qu'on ne peut pas évacuer. Ils sont tous entassés dans une cave et c'est tout. Il faut imaginer ce que ça peut être. Le simple problème des toilettes, hein, ou de l'hygiène. C'est ça, oui, tout simplement. Voilà. Bah justement, comment ils étaient obligés de sortir juste ponctuellement? Je suppose que oui. Je suppose que oui. Oh ben, Il y avait cet sortait de temps en avantage temps. par rapport aux trains de bestiaux qui ont déporté les gens à Auschwitz, hein, qui eux ne pouvaient pas sortir. Quoi, oui. Parce que c'est un peu puisque c'est ton sujet, c'est un peu le même confinement, quoi. Je veux dire, c'est pas le même confinement qu'on a aujourd'hui, pas du proportion tout. gardée. Mais voilà, c'est le confinement d'un grand nombre de gens, comme dans les camps, quoi. Et puis après le 25 janvier, de toute façon, quand les Américains se sont repliés, il n'y avait plus tellement de tirs. Enfin, il y en avait de temps en temps, mais c'était pas constant. Donc les gens pouvaient sortir de temps en temps. Risquer de sortir, parce que il y a 3 personnes de Philipsbourg qui croyaient être à l'abri ici. Bah, c'était l'histoire de la dame, je pense, qui allait chercher le pain pour toute la cave, quoi. Oui. Hein, la jeune fille voilà, quoi, il fallait bien se nourrir, donc... Vous avez évoqué à l'instant le 25 janvier, le retrait des Américains. Le retrait des Américains, c'était vraiment le 20-21 janvier. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous 25, partis au 31 décembre? Comment? Ils ne sont pas tous partis, ou alors on parle d'un autre endroit peut-être? Je crois qu'ils étaient partis au 31 décembre, c'est pour ça. Il faudrait savoir où on est, parce que Nordwijk, c'est ça. c'est très vaste. D'accord, on parle d'un autre endroit là. Ouais. Alors, le 1er janvier, les Américains se retirent. Ils se sont retirés dans la nuit du 20 janvier, sur la Moder. Et ils ont été suivis par les Allemands qui ont tout réoccupé. Alors on peut considérer que le 25 janvier, c'était la réoccupation allemande qui a recommencé. Mais là, on parle de toute l'Alsace du Nord, je crois. On parle de ce... Voilà. Oui, toute l'Alsace Oui. du Nord. Voilà. Et il faut savoir que si les Américains se sont repliés ici, c'est pas parce ils avaient perdu, c'est parce que Eisenhower a dit il faut libérer la poche de Colmar avant tout. Donc on nous a laissé tomber lâchement pour libérer la poche de Colmar. Une fois la poche de Colmar libérée, de la tradie, maintenant il n'y a plus d'Allemands de ce côté-ci du Rhin, et voilà. Et si vous regardez sur Internet, on trouve encore des choses totalement fausses, comme quoi le 9 février, la poche de Colmar libérée, toute l'Alsace est libre. Et c'était pas vrai. Nous, on en a souffert jusqu'au 19 mars. C'était de Lattre? Hein? C'était de Lattre, ici? Non, de Lattre était à Colmar. Oui, il est arrivé jusqu'à Colmar, puis après, il a été envoyé ailleurs. Et après, il a longé le Rhin et il a traversé. Parce que du côté Strasbourg, de c'était Speer. Leclerc. Strasbourg, c'était Leclerc, c'était Oui, pas de... mais après, Leclerc, il n'était plus là. Je vous propose de voir le dernier extrait qu'on a sélectionné. On voit un peu des bombardements.
Ils ont bombardé quoi, votre logement? Oui, il y a 2 pompes qui sont ensemble tombés dessus. Oui. Et juste notre maison, le plancher est resté, hein, et les murs est devant un peu plus haut, mais à côté c'était à plat. En dessous, il y avait des traverses en fer. Oui. Ceux-là ont tenu, parce qu'il y avait des pompiers en dessous. Oui, oui. Hein. Mais tout le point, parce qu'il y avait les poudres étaient grandes pour une salle d'école. Hein. Alors les poudres ont tout cassé et les murs sont tombés de haut. Et vous vous souvenez quand l'église a été endommagée? Ah, c'était le même jour. Le même jour? Quand les pompes ont tombé, l'heure a arrêté. Oui. L'heure ne marchait plus, c'était fini. Ah bon? Tellement il y avait l'explosion. Hein. La déflagration. C'était chez Rickling, monsieur PL, la maison Rickling, il y avait sauté une pompe. Alors il y avait, comment ça s'appelle, après la poste, la maison, sur le côté. Il y a le dentiste. Là, ils ont bombardé. Là où il y a la caisse d'épargne? Non, de l'autre côté. De l'autre côté? Oui. Ils ont bombardé. C'est le dentiste, Dietz, qui oui. C'est là qu'ils ont bombardé et alors chez nous. À l'ancienne mairie. Alors ils ont bombardé dehors, à faire rue des Soifs, ils ont bombardé. Donc dans l'extrait, il parle des bombardements. Là, on en arrive à la 2e libération. Est-ce que le contexte était différent par rapport à la première? Parce que ils se sont crus libérés à l'époque. Et là, il y a une 2e libération. Est-ce qu'ils s'attendent à une 3e? Ou est-ce que déjà l'écho de la fin de la guerre était proche? Logiquement, on savait que, tout le monde savait, je pense, que les Allemands étaient finis, quoi, hein, et qu'il n'y aurait pas eu encore une 3e libération. Je ne pense pas qu'on pouvait imaginer ça à ce moment-là. On ne pouvait pas imaginer ça. De toute façon, tout ce qui est la poche de Colmar, c'était libéré, donc on savait bien que le reste finirait par venir. On était la dernière parcelle de France à être libérée. Hein. Non, il y a les ports de l'Atlantique qui ont été libérés début mai. Ah oui. Royan dans cette région-là. Ils ont résisté jusqu'au début mai. Ah oui. Donc on n'est pas la dernière région. Oui, mais enfin une des dernières en tout cas. Ouais. Royan, où il y avait les évacués de Sturzelbrunn, de cette zone-là, de Moselle. Donc les bombardements, là, ça vraiment... c'est la fin de la guerre, quoi. Mais c'est là où c'est le plus destructeur, paradoxalement. On a vu dans une des images une rue de Reichshofen là avec l'église en fond, qui est complètement. C'était le coin de Reichshofen qui était atteint, c'est tout. Oui. Mais Oberbronn a été très un petit détail, tiens, si j'en ai même plusieurs. Alors entre les deux, le témoignage de Eugénie Weisgerber, c'est que jeune femme donc, qu'elle a été réquisitionnée par l'armée allemande. Pour creuser les tranchées anti-chars. C'est un exemple de ce que la population a vécu. Quoi. Mais l'autre détail auquel je voulais venir, c'est sur la seconde libération, c'est le cimetière juif d'Oberbronn, qui se trouve donc à l'entrée d'Oberbronn quand on vient d'Ingwiller, donc par une des routes d'accès de l'armée américaine, qui se trouve, pour ceux qui le connaissent, dans un sale état, avec des tombes renversées, etc. Et j'en ai pas la certitude, ni la preuve, ni aucun témoin, mais on voit sur les stèles qui se trouvent le plus proche de la route, on voit des impacts de balles. Et on peut penser que toutes les stèles qui sont à la plus derrière et qui sont renversées, certaines brisées en des dizaines de morceaux, que ça a pu être des coups de grenade ou de canon ou d'autres choses. Et on peut même imaginer d'ailleurs sinistrement que les soldats allemands aient utilisé les stèles du cimetière juif comme bouclier pour tirer sur les Américains qui avançaient. Les Américains, ils n'avançaient pas par là à la seconde libération. Ils avançaient à partir de Bingen-sur-Moder et ils ont traversé à Philipsbourg. Ça aurait été la première libération. Ils ne sont pas arrivés par Berenthal-Zinswiller ? Hein ? Ils ne sont pas arrivés par Berenthal-Zinswiller ? C'est pas les mêmes Américains, c'est une autre division.
Et non, il n'aurait pas fait Bérentals insulaire, parce que c'est Ou reculé, Wingiller. c'est dans l'autre sens. Ah, Non, mais le mouvement était comme ça, là, transversal. C'est ça qui est compliqué aussi avec l'histoire, c'est que selon les localités, selon les divisions, retenir les divisions, le nom des armées, de tout ça, voilà, ça fait Il beaucoup. faut une mémoire mathématique. Parce que les divisions sont des régiments, sont des compagnies. Il faut savoir qu'ils sont éclatés complètement. Alors, et puis à l'époque, ils étaient si faibles qu'il y avait une compagnie par-ci, une compagnie par-là. Ils étaient rattachés à d'autres divisions. Enfin, la 79e division, celle qui a libéré Haguenau, elle avait 9 régiments rattachés à elle, alors que normalement, il n'y en avait que 3. Il faut voir aussi là, ce qu'ils ont vécu. Hein. Et celle qui a libéré, donc, c'est la même qui a libéré Reichshoffen, Niederbronn, Oberbronn? Pas forcément les autres communes de... La 45e, le premier coup, et la 103e, le deuxième. Je voulais qu'on parle avec Francis parce qu'on a vu quelques photos là, de Reichshoffen et de l'époque. Vous allez faire un jeu, on peut dire ça, retrouver un peu à quoi correspondent ces photos, avant-après. Alors, c'est vrai que nous allons mettre en ligne plusieurs documents relatifs à tous ces événements pour marquer ce 76e anniversaire de la Libération. Et donc, on met en ligne plus de 3 heures de vidéos qui relatent tous ces événements-là. Ce film de 44 minutes dont on a vu quelques extraits et les différentes commémorations qui ont eu lieu en 1995, 2005, 2015. Hein, voilà. Donc ça, c'est à voir sur le YouTube de TVN. C'est ça. Et nous, on vous montrera aussi Une tombe pour la paix, le film de 1995 en entier sur TV3V le 17 mars. Ça sera à 9h30 et 20h30. Et voilà, on termine l'émission comme ça. Alors, cette galerie de photos, elle dure 15 minutes. Il y a plus d'une centaine de photos dont on trouve quelques-unes dans le film. Hein. Et ces photos sont numérotées. L'idée était que les personnes qui regardent ce film essayent de reconnaître l'endroit que la photo représente. Il y en a qui sont assez faciles à retrouver, il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles. Et on pourrait effectivement faire un petit jeu là-dessus pour essayer de situer tout ça. Donc je vous rappelle que toutes ces vidéos seront en ligne à partir du 12 mars sur le site de TVN. Nous diffuserons sur TV3V le 17 mars Une tombe pour la paix. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, d'avoir été présent malgré les conditions et à très bientôt.